Bienvenue à toutes et à tous. Je suis ravi d'être là parmi vous. Je m'appelle Thomas Pierrin, ça fait 19 ans que je fais du logiciel. Je fais beaucoup de contextes différents, des startups, des sociétés de services, des géants du CAC 40. J'ai bossé dans une grande banque d'investissement pendant 12 ans et avant de créer ma société 42 Skills avec mon associé Bruno Boucard. Aujourd'hui, je me dis, j'ai envie de parler d'éthique un peu avec vous. Alors, un matin, à Minneapolis, en 2011, il y a un père de famille furieux qui débarque au magasin Target. C'est une grande enseigne aux États-Unis. Il débarque furieux, appelez-moi le directeur. Un papier à la main, et donc, en gros, on va lui chercher le directeur. Le directeur arrive. Qu'est-ce qui vous arrive, monsieur? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi vous avez donné ça à ma fille? Alors, le directeur regarde. Des coupons de réduction pour des couches, des articles de bébé. Et le père de famille ulcéré dit « Mais ma fille a 16 ans, qu'est-ce que c'est que ces histoires? Vous lui donnez des envies ou quoi? Enfin, c'est complètement irresponsable, etc. » Père de famille parle, le directeur s'excuse, etc. Et au bout de quelques jours, en fait, c'est le père de famille qui allait s'excuser auprès du directeur parce qu'il avait un peu pourri. En fait, ce qu'avait fait Target, grâce à leur système de carte de fidélité, ils avaient réussi à inférer dans leur système le fait que cette jeune fille de 16 ans qui faisait les courses avec cette carte de fidélité était enceinte. Ils l'ont su avant elle, avant son père, mais aussi avant elle. C'était les prémices, on va dire, de quelques types d'événements qui peuvent arriver. Alors au départ de ce talk et de cette envie de vous parler d'éthique, il y a ce bouquin qui est génial, Philippe Billon-Duruy, c'est une enquête sur la nouvelle servitude volontaire, sur le projet politique de Silicon Valley. C'est une enquête qui est vraiment passionnante. Il y a de la philo, de la sociologie, de l'économie, de la techno. Enfin, c'est un bouquin dément qui se dévore assez facilement, avec beaucoup de cas concrets et surtout une profondeur qui m'a bien plu. Alors, on a écrit et si on parlait éthique dans le titre, je propose, moi je suis un peu fan de Domain Driven Design, c'est un peu de définir un peu les trucs pour qu'on se comprenne bien. Éthique et la morale. Alors, on va simplifier parce qu'il y a beaucoup de sortes d'éthique. On va dire que la morale, c'est ce qui commande. Ça répond à la question que dois-je faire. Tandis que l'éthique, ça va plutôt être là pour nous recommander les choses et plus exactement comment vivre. Alors la question ici pour nous, qui va nous préoccuper, c'est dans quelle société on veut vivre avec l'impact du logiciel et ses conséquences. Alors, impact du business model de la Silicon Valley, vous connaissez, hein, c'est le modèle gratuit, tout est gratuit. Quand on utilise nos téléphones portables, il y a peu de choses qui sont payantes à part le téléphone, mais la plupart des applis et des services sont gratuits. Alors, pour ça, je vais laisser la parole à Tristan Nitto, qui est un des cofondateurs, je crois, de Mozilla Europe, qui maintenant bosse chez Quant, nous dire ce qu'il en pense. En fait, nous, on a l'impression qu'on a les clients de Google et de Facebook, c'est pas vrai. Hein. Les vrais clients de Google et de Facebook, c'est les annonceurs publicitaires. C'est des gens qui veulent savoir qui y touche. Il faut comprendre, enfin, pour comprendre, il faut comprendre le business model. Si on veut comprendre pourquoi ils collectent les données, il faut comprendre le business model. Les vrais clients, c'est les annonceurs. Et nous, on est un peu comme le bétail. Il y a un problème qui vraiment m'agace beaucoup, c'est qu'on considère qu'on est les clients de Google et de Facebook. Alors qu'on sait bien, prenons une métaphore, c'est d'une vache dans un champ. La vache, elle est contente parce qu'elle est nourrie gratuitement, elle est logée gratuitement par le fermier, mais on a tous à peu près compris, sauf si on a moins de 4 ans, que la vache n'est pas cliente du fermier. D'ailleurs, elle donne son lait, elle donne son veau, et à la fin, elle donne sa peau, ses os et sa viande. Donc, les intérêts de la vache et du fermier sont relativement alignés, surtout au début, et après, ça finit mal. Donc, c'est-à-dire qu'on va à l'abattoir. on ne va pas à l'abattoir. Dieu merci, chez Google et Facebook, ça tombe mal, parce que bon, avec 2 milliards d'utilisateurs pour Facebook, ça ferait quand même un sacré bain de sang. Ouais. Néanmoins, il faut comprendre qu'on est juste là pour être exploité, et ils soutirent nos données personnelles, comme le fermier soutire le lait de la vache. Et le vrai client, c'est l'annonceur publicitaire. Ça, c'est l'essentiel pour comprendre la démarche. Alors, bon, pour la plupart d'entre nous, c'est pas nouveau. On a déjà entendu quand c'est gratuit, c'est nous produit, etc. Sûrement certains d'entre vous ont entendu ce genre de truc. Moi, ce qui me paraît important pour les quelques minutes qu'on va passer ensemble, c'est de faire un petit tour d'horizon des impacts de la techno et du logiciel en particulier sur notre vie et sur notre société. Qu'on discutait quelques questions d'éthique entre nous, sur l'impact sur nos vies. Alors, on va parler de plusieurs choses. Au début, on va parler du paradoxe de la personnalisation.
On va le voir rapidement. Il n'y a plus de son, hein, je crois. Ouais, c'est ça. On va le voir rapidement. En essayant de personnaliser tout ce qui se passe pour nous, nos contenus, etc. Donc en essayant de nous savoir le plus possible sur nous pour pouvoir nous fournir un contenu personnalisé, on aboutit paradoxalement à un appauvrissement de l'offre. Et on va voir pourquoi. Deux, c'est le règne de la transparence, c'est de voir un peu ce que ça a comme impact sur nous et ce que ça risque d'avoir de plus en plus sur nos vies. Et enfin, on prendra une analogie. Le bouquin de Philippe Vidurion, il ne parle pas de Big Brother. Il dit qu'il y a une métaphore qui est un peu plus pertinente de son point de vue, c'est Big Brother. C'est une société très maternante où on prend les décisions à notre place, avec des algorithmes de plus en plus, et on s'occupe bien de nous. On s'occupe bien de nous, alors pour certains objectifs parfois, mais on va essayer de voir ça ensemble. Paradoxe de la personnalisation. Alors, ça, la plupart d'entre vous, j'imagine, savent que c'est Shazam. Hein, on se balade, on est chez des amis, on est dans un magasin, machin, il y a une musique qui nous plaît bien, paf, poum, Shazam, j'appuie sur le bouton, et au bout de quelques secondes, je sais ce que c'est. Alors moi, je me suis posé longtemps la question de savoir, mais c'était quoi leur business model? Parce que je vois l'intérêt pour moi, je trouve ça intéressant, de pouvoir découvrir le titre et le nom de l'artiste d'un truc qui me plaît bien. Mais je me dis, mais comment ils ont fait pour... Enfin, le service est gratuit, quoi. Donc, c'est quoi leur business model? Et en fait, alors je sais pas si vous avez suivi, mais ça a été racheté par Apple il y a 2 semaines ou 3 semaines, je crois, mais à un prix d'or, puisque Apple veut se lancer dans la production de musique, notamment. Et donc, en gros, ça, c'est quoi Shazam? C'est le Pascal Nègre numérique. En fait, leur business model, c'est de capter ce qui fait un hit, ce qui fait un tube. C'est de capter ce qui devient viral. Pourquoi, où est-ce que ça se passe, auprès de quel type de public, pour pouvoir vraiment comprendre. Alors ça fait des années que dans les maisons de disques, on essaie de pencher sur des recettes de cuisine pour les harmoniques qui peuvent générer des tubes, tiens on va essayer de les reproduire dans un autre morceau, etc. Là c'est une version un peu boostée. Alors à la fin on aboutit à un appauvrissement, parce que l'objectif c'est vraiment de trouver la recette des tubes. Bon ouais, j'ai rien contre Justin Bieber, quoique si un peu quand même, mais de n'avoir que ça, il y a un risque de convergence, on va dire, sur l'offre, puisque voilà, l'objectif c'est de faire des tubes. Donc c'est vraiment paradoxal Alors c'est pareil avec Netflix, par exemple, qui étudie chacun des moments où on fait pause, de ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, etc., etc. L'objectif c'est vraiment de driver la production de tout, hein, je veux dire, sur la base de ce qu'ils observent sur nos comportements en train de les regarder. Il y a ce monsieur-là qui a dit ça. Est-ce que vous reconnaissez le monsieur qui a dit ça? Alors, il a dit quoi? Il a dit que ça va devenir de plus en plus dur de consommer des choses qui n'auront pas été faites directement pour nous. Quelqu'un reconnaît? Ouais, Eric Schmidt, ouais, c'est ancien CEO de Google pendant 10 ans. Effectivement, c'est une grosse tendance qu'il y a dans la Silicon Valley. C'est ça, c'est de nous faire du contenu qui est vraiment adapté, entre guillemets, à nos envies. Alors ça se traduit comment? Je ne sais pas si vous connaissez les boulevards YouTube, si vous avez déjà entendu ce terme. C'est quoi un boulevard YouTube? C'est faut commencer à regarder une vidéo sur YouTube, et puis au bout d'un moment, à la fin de la vidéo, on vous propose une autre vidéo qui est à peu près sur le même thème, etc. Vous la regardez, et puis à la fin de cette autre vidéo, de proche en proche, etc., on vous en propose une autre. Moi, il m'est arrivé parfois de rester branché pendant 1 heure ou 2 heures, alors je n'avais pas prévu du tout, juste comme ça, parce que je m'étais fait accrocher, on va dire, par le moteur de recommandation de YouTube. Alors, à un moment donné, on se retrouve un peu comme dans un entonnoir. C'est-à-dire que les suggestions que vont me faire YouTube vont favoriser des biais de confirmation. Ces algos-là, vont nous caresser dans le sens du poil et nous proposer du contenu qui s'imagine nous plaire, voire de réduire, on va dire, le spectre de ce qu'ils nous proposent sur ça. Google, le moteur de recherche, fait exactement la même chose. Si vous tapez une recherche dans Google, vous n'aurez pas du tout le même résultat que si votre voisine ou si votre voisin tape les mêmes mots-clés. Moi, je m'en suis rendu compte il y a quelques années, mais par hasard. C'est quelque chose, la personnalisation du contenu est devenue prégnante sur quasiment tous les supports. Alors, l'entonnoir, le risque, c'est quoi? C'est de finir un jour dans une bulle. Alors, c'est des bulles de confirmation, des bulles d'entre-soi, des bulles avec des gens qui sont un peu tous d'accord, qui partagent, on va dire, les mêmes goûts, les mêmes aspirations. Avec comme conséquence, alors il y en a plusieurs, on va voir 2-3. La première, pour moi, c'est quelque chose qui me fascine. Je trouve que ça fait des années qu'il devient très, très difficile de débattre. On
on est tellement habitué à lire, entendre, fréquenter des gens qui pensent comme nous, que lorsqu'on est confronté à quelqu'un qui pense radicalement, enfin, vraiment pas comme nous, on est choqué. On est choqué, mais attends, mais c'est quoi cet abruti c'est le seul mec que je connais qui pense ce genre de truc, quoi. Et donc, les réflexes qu'on trouve, alors souvent dans les réseaux sociaux, mais dans la vraie vie, ou dans les Slack, ou dans les machins, c'est soit les insultes, espèce de gros con, nanana, soit l'ostracisation. Et alors, c'est ça qui me fascine le plus, c'est notre capacité à ostraciser, à excommunier des gens qui ne pensent pas comme nous, au lieu d'être en mesure de débattre. Les débats contradictoires sont de plus en plus difficiles à avoir. Parce que très vite, c'est non, de toute façon, je ne peux pas te parler parce que on ne pense pas pareil, toi. Quelques mois, j'avais eu des échanges sur un Slack avec des gens, et alors moi j'étais super frustré parce que j'avais envie de débattre sur un sujet, et j'étais frustré parce que c'était pas qu'on était en désaccord, c'était que la personne que j'avais en face de moi s'imaginait que derrière mes mots, il y avait déjà forcément ça, et puis tout un tas d'intentions, contexte. Ce qui n'était pas du tout le cas. Donc c'est un collègue avec qui je bosse, Thomas, je suis là, qui avait tweeté ça. Je trouvais ça pas mal, ça représentait bien mon état d'esprit à l'époque. Je ne savais pas le dire, mais un bon désaccord, ça doit être fait sur la base déjà d'une bonne compréhension de l'autre. C'est-à-dire, si on veut vraiment être en désaccord et avoir un désaccord sérieux, argumenté, etc., il faut déjà avoir compris ce que veut dire l'autre. Sinon, c'est pas vraiment un désaccord, quoi. C'est soit un procès, soit un procès d'intention, je veux dire. Et donc, je trouve que de plus en plus, il est difficile d'avoir des débats contradictoires qui ne dégénèrent pas. Je ne sais pas si vous avez... Qui a ce même ressenti que moi, à peu près, sur ce débat? Oh, cool, ok, ouais, ça fait 60% à peu près. Peut-être un peu plus. Alors, une autre conséquence des bulles de confirmation, c'est ça. Alors, c'est un peu plus Cambridge Analytica, vous avez tous entendu parler de ce truc. Détournement de 50 millions de comptes Facebook pour faire pencher l'élection de Trump à l'époque, en 2016, je crois. Voilà, alors oui, la technique, c'était en gros, pour ceux qui étaient identifiés comme des démocrates ou des pro-Hillary Clinton, on leur envoyait des messages, mais l'autre c'est tellement un abruti, c'est pas possible qu'il passe, vous inquiétez pas, s'il fait beau le jour des élections, allez faire un pique-nique, allez faire un truc, quoi. En gros, c'est no way, il passera pas. Ça, c'était les messages qui étaient envoyés aux démocrates ou aux gens plutôt de gauche, et puis aux autres, aux hésitants, etc. On leur disait, mais attention, chaque voix compte, etc. Il y avait de la vraie propagande. Alors là, je vous fais la version soft. C'était une version un peu plus trash, un peu plus intense que ça. Mais voilà. Et donc, les Américains se posent beaucoup de questions sur quel impact ça a eu sur l'élection de Trump, ce fameux scandale de choper 50 millions de comptes Facebook et toutes les datas qui vont avec pour aller cibler cette propagande. Alors, il y a d'autres conséquences, c'est qu'effectivement, la sérendipité, c'est le fait on est parti chercher quelque chose et puis finalement, on a découvert autre chose, un peu par hasard, comme ça, etc. Ça disparaît un peu de plus en plus dans ce modèle-là où tout est fait pour nous conformer dans certains biais. Alors, attention. À ce moment-là de l'exposé, peut-être qu'il y a certains ou certaines d'entre vous qui vont se dire « Mais qu'est-ce que c'est que ce réac, là de quoi il nous parle ?» Donc, oui, moi je suis tout à fait conscient que le c'était mieux avant, c'est le marteau en or des vieux cons. C'est pas du tout mon point, mon état d'esprit. Je suis un fan absolu de techno. Ce qui m'importe, qu'on puisse tous prendre des décisions, mais qu'elles soient un tant soit peu éclairées. Parce que, voilà, si on ne se rend pas compte de certaines... À force de voir les choses et d'utiliser les choses et nos téléphones tous les jours dans notre poche, il y a des choses qu'on ne voit plus en fait. Ça fait partie de notre quotidien. Qu'on se questionne et qu'on s'interroge sur certains sujets qu'on ne remet plus en question, mais qui peuvent avoir des impacts sur nos vies. Alors, quitte à parler de prise de conscience, oui, le libre arbitre, ça fait des siècles que les philosophes, en tout cas, les philosophes que j'aime bien, disent que ça n'existe pas. Donc déjà les Grecs à l'époque, ils parlaient du cosmos et des déterminismes du cosmos. On faisait partie de ce tout-là et voilà, c'était une illusion de penser le libre arbitre. Un exemple, un étudiant en médecine pose la question, est-ce que je dois faire rhumatologie ou dermatologie? Bon, alors il va y penser longtemps, il va discuter avec sa famille, ses proches, avec ses pairs, puis un jour il tranche, il prend la décision, il tranche et moi ça sera dermatologie.
Est-ce qu'il est vraiment libre, cet étudiant en médecine? Est-ce que c'est vraiment son libre arbitre qui a été exercé là-dedans? Ou... Parce qu'en fait, c'est la société ou c'est l'école de médecine qui lui propose ces spécialités-là. Est-ce qu'il aurait vraiment choisi ça? Il était complètement libre de ses décisions? En fait, non. Il y a un contexte, il y a des déterminismes. Et nous, on a l'impression parfois d'être libre de nos choix, alors que pas tout à fait. Alors, le truc, c'est... d'accord, mais c'est un peu bizarre, parce que ça veut dire qu'on n'a pas de liberté. Je veux dire, si tout est déterminisme, si on est déterminé par tout un tas de trucs, c'est un peu angoissant, quoi. Enfin, je sais pas pour vous, mais... Alors, les Grecs, à l'époque, ils avaient répondu à ça. Alors, c'est une aporie grecque, c'est un paradoxe. C'est, malgré tous ces déterminismes, suis-je libre et comment puis-je l'être? Et la réponse à leur question, c'est oui. Il y a des forces, il y a des déterminismes. Ma seule liberté, c'est d'y consentir ou pas. C'est juste ça, c'était la réponse des Grecs. Ma seule liberté, c'est de consentir. Il y a des forces, je les observe et j'y consens ou j'y consens pas. C'est ma seule liberté, en gros. C'est le fameux « Deviens ce que tu es » de Pindare, qui était un poète à l'époque. Voilà, notre destin, c'est de comprendre et de devenir et d'embrasser et d'épouser ce que nous sommes, c'est-à-dire des êtres soumis à tout un tas de déterminismes. Alors, avec la science, et de plus en plus récemment, en fait, ça donne raison plutôt aux philosophes, comme ces Grecs anciens, ou Spinoza, ou Nietzsche, pour en prendre deux que j'aime bien, qui disent le libre arbitre n'existe pas. Parce qu'on se rend compte effectivement, avec les neurosciences, avec de la biologie, la biochimie, etc., que nous sommes frappés de déterminisme, mais vraiment pour le coup biologique. Sur certains stimuli, certains éléments, c'est comme ça que nos décisions sont prises. Alors, en fait, on est libre de ces décisions, entre guillemets, mais on ne choisit pas ses désirs. C'est un peu ça qu'on observe de plus en plus. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui nous poussent. Alors, on arrive à se convaincre. J'ai fait ce choix de manger ce chocolat parce que voilà, c'est un choix éclairé, etc. Mais en fait, c'est juste qu'on justifie a posteriori les désirs qui nous traversent. Alors, là c'est une version fin de la parenthèse, mais c'est juste pour dire qu'effectivement, quand on essaie de prendre du recul et de comprendre ce qui nous arrive, parfois ça peut aller un peu loin, quoi, sur des trucs un peu contre-intuitifs ou machin. Et ça me semble intéressant de creuser et de poser certaines questions. Alors, le règne de la transparence. Ça, c'est un autre sujet qui m'intéresse. Tous les jours, on est les acteurs d'expériences sociales et psychologiques. Les plus grosses plateformes de la Silicon Valley, et donc tous ceux qui s'en inspirent, c'est-à-dire nous tous et nous toutes, font des expériences, mais vraiment des expériences psychologiques et sociales. Par exemple, sur Facebook, et ils documentent ça, c'est-à-dire qu'ils ont communiqué là-dessus. Sur Facebook, ils ont fait des expériences où ils soumettent à une population, à des types de populations de Facebook, des contenus émotionnels très forts. Ça peut être des images très intenses, diverses et variées, et c'est pour essayer de voir comment réagissent les gens sur Facebook à ce type de contenu. Est-ce qu'on rejette ce type de contenu? Est-ce que ça devient viral? Est-ce que, etc. Donc, des expériences comme ça, il y en a beaucoup. Pareil, on utilise un Kindle ou un truc pour lire un livre. Sans se rendre compte, on s'aperçoit... Amazon collecte un maximum d'informations sur les pages qu'on a aimées, le temps qu'on a mis pour lire certains livres, est-ce qu'on est allé au bout de ce livre, etc. C'est un peu comme la recherche de la nouvelle star en musique, où on essaie de capter un peu des recettes de cuisine pour orienter l'édition à terme, pour fabriquer aussi du contenu qui va plaire et qui va accrocher à ses utilisateurs. Donc, ça a l'air tout simple comme ça, et je me suis rendu compte récemment, effectivement, mais en tombant sur des articles des gens d'Amazon et des psychologues qui travaillent avec eux, etc., que derrière tout canodin, en fait, il y a beaucoup d'études qui sont faites. Ça, c'est OkCupid, c'est une sorte de Tinder, Adopte un mec, ou je sais pas quoi, aux États-Unis. C'est un truc apparemment qui cartonne. Alors eux, ils ont fait énormément d'expériences psychologiques sur leur... donc l'idée, c'est de faire matcher deux personnes sur la base de ce qu'elles ont déclaré, ce qu'elles disent, ce qu'elles vivent, Ça marchait tellement bien leur algo, ça marche tellement bien qu'ils se sont rendus compte qu'il fallait absolument qu'ils injectent des faux dans les suggestions pour que ça soit acceptable pour nous. C'est-à-dire qu'on veut bien se faire brancher un peu d'aide pour la rencontre et tout, mais quand c'est trop parfait,
C'est-à-dire que quand les profils matchent, mais vraiment à la perfection, etc., c'était pas acceptable. Donc suite à ces études-là, bah, ils ont beaucoup communiqué là-dessus, dans les milieux autour de la psychologie, donc voilà, donc des expériences comme ça, il y en a, enfin on le sait pas, mais il y en a tous les jours. Qui fait du jogging, ou de la course, ou du machin, etc. Moi je lève la main, je n'en fais pas, mais c'est juste pour vous. J'en fais. Bon, désolé, c'est filmé. Non, des bracelets qui vous veulent du bien. Tous ces trucs là, les Fitbit, les watch, les machins qui capturent nos rythmes cardiaques et nos performances. Ça, c'est un sujet qui me fascine. Derrière, il y a le monde de l'assurance. Et le monde de l'assurance, ça fait très longtemps qu'ils ont capté que ça serait intéressant pour eux de pouvoir savoir indexer le montant d'une police d'assurance sur les capacités physiques, on va dire, de tout à chacun. Et donc, derrière la Nike Watch, derrière tout ça, il y a de la revente d'informations. Il y a vraiment toute une ingénierie pour savoir qu'est-ce qu'on peut en faire. Est-ce qu'il y a des clients? Facebook, alors j'ai plus le chiffre, mais ils ont acheté des filiales dans le domaine de l'assurance, juste au cas où, quoi. Ils ont mis un peu d'argent de côté sur certains sujets. Je crois que Google aussi, alors j'ai plus le chiffre. Google, mais ça chiffre en... Non, je ne vais pas le dire parce que je ne voudrais pas dire bêtises, mais Google aussi investit beaucoup dans le domaine de l'assurance, dans les startups autour de ce sujet-là, parce qu'ils ont bien compris que ça peut avoir un intérêt très fort. Alors l'assurance, c'est quoi? C'est un choix. C'est soit l'individu seul face au risque, on pouvait avoir dans certains cas, soit en fait le collectif qui protège. La mutualisation du risque, c'est vraiment ça. La solidarité, elle fonctionne que s'il y a un voile de l'ignorance. Donc si on ne sait pas ce qui peut arriver à l'avenir, si on ne sait pas ce qui va arriver sur certains types de populations à l'avenir, eh bien c'est là où on a intérêt à se mettre à plusieurs et à dire bon, on va mutualiser les risques. Le jour où je suis malade, c'est toi qui payes pour moi, etc., etc. Quand ce voile de l'ignorance se déchire, il y a des conséquences qui seraient intéressantes de questionner. Par exemple, une mauvaise santé, ça peut commencer à être perçu comme c'est un fardeau pour la société. En plus, je crois qu'il ne court pas beaucoup. C'est vraiment une grosse feignasse. Il pourrait peut-être aller vers de l'irresponsabilité de tout un pan entier de population qui ne correspond pas, on va dire, aux critères. Déficience personnelle, mérite d'être puni. En fait, on a un risque de tomber dans une société qui juge et qui punit. Cette transparence totale, surtout sur ces sujets-là, il y a vraiment ce risque. Alors moi, c'est un sujet qui m'intéresse tout particulièrement parce que je suis diabétique insulinodépendant. Depuis que j'ai 14 ans, ça m'est tombé dessus, boum. Quand j'achète, par exemple, quand j'ai acheté mon appartement, quelques années, je dois payer une assurance, on va dire, pour le prêt immobilier, etc. Le prix de mon assurance est 2 fois plus important que celle du vôtre. Parce qu'en tant que diabétique, peut-être qu'il peut m'arriver des trucs, je vais peut-être mourir plus tôt, plus jeune, etc. Cette cible, cibler, on va dire, les montants des polices d'assurance, etc., sur les gens et sur cette capacité à lire, toute transparence en nous, va avoir des impacts. Et certains disent que ça peut être la fin de l'assurance, sous cette forme-là, hein. Peut-être qu'on trouvera d'autres choses, mais voilà. Alors l'autre effet qui se coule de ces montres, ces Fitbit, ça m'a fait rire. Bon, il n'y a rien eu de grave, hein, mais ça aurait pu dégénérer. C'est certains Marines américains, il y a quelques mois, qui se sont fait gauler. Alors c'est Mossoul sur la carte, on ne voit pas trop bien, mais c'est dans une zone où c'est plutôt détendu. Et en fait, en rouge, vous voyez les jogging, vous voyez les Marines américains qui s'entraînent autour de leur camp. Et donc en fait, ça c'était public. Et donc à un moment donné, il y a ça a eu quelques articles qui ont parlé de ça. Ils ont demandé à l'armée, enfin les gens de l'armée ont demandé à leurs soldats d'arrêter de courir avec leurs montres connectées, leurs machins, parce que en gros, ça avait mis à jour la localisation de toutes leurs bases censées être discrètes. Donc si même eux ils se font gauler, enfin nous. Alors le truc c'est Big Mother, Big Mother c'est une des métaphores dont parle Philippe Viandury dans son ouvrage, par opposition on va dire à la société un peu disciplinaire dont parlait Foucault, Deleuze dans les années 70, en disant qu'on était dans des cellules, on était un peu embrigadés dans des cellules, donc on passait de la famille à l'école, à la caserne, à l'armée, etc. Donc ils avaient fait toute une théorie autour de ça, et donc pour Philippe Viandury et puis pour plein d'autres, on est passé plutôt d'une société du contrôle, avec cette transparence totale. Et
une société qui nous veut du bien. Donc on prend des décisions à notre place, on nous aide à choisir, etc., etc. Alors, la vie privée, il y a des gens qui ont déjà dit depuis longtemps, Zuckerberg a dit la vie privée c'est mort, oubliez avec tout ce qu'on a, etc., ça n'existe plus. Alors bon, ça c'est ce qu'il dit effectivement, parce que lui il s'y connaît un peu, en vie privée des gens. Sur des photos, en fait, on voit que lui, ça le soucie quand même un peu, parce qu'il y a du scotch sur ses micros et sur ses caméras. Donc lui, il a un peu compris comment ça marchait, ce qui était risque. Quand il s'est acheté sa maison à Palo Alto, il a acheté 4 autres maisons aux alentours. Pour un montant de 30 millions d'euros qui était surcoté par rapport au truc, il a juste chassé les habitants autour, il a pris leur terrain, il a détruit les maisons, juste pour garantir sa privacy pour lui, sa femme et sa fille. Donc lui, quand il dit vie privée est morte, c'est votre vie privée qui est morte. Hein. Pas la mienne, hein, grosso modo. Hein. Donc il risque d'y avoir, on a déjà des sociétés à plusieurs étages, il y a un risque effectivement d'hyperconcentration de beaucoup de pouvoir à très haut niveau, et puis les autres, leur vie privée sera morte, quoi, effectivement. Ah, j'adore ça, c'est la Stasi Box. Alors ça me fascine de voir à quel point on arrive à prendre des vessies pour des lanternes avec ce truc. Ça, c'est un micro de Google et d'Amazon dans nos salons. C'est quelque chose qui interroge, enfin qui enregistre tout ce qu'on dit. Tout ce qu'on dit. Alors il se cache derrière un truc genre on ne garde... effectivement, pour entendre Allô Google ou Google, s'il te plaît, allume-moi à la télé, il a besoin de nous entendre en permanence. Mais ils disent oui, mais on vous entend qu'un certain laps de temps pour savoir si vous avez dit OK Google, et quand on a vu que c'était pas ça, finalement on le jette aux oubliettes. Ils sont déjà fait gauler plein de fois sur le fait que ah, mais on pensait que vous m'aviez dit OK Google. Et donc, en gros, il y a toute une littérature autour de ça, avec des cas, il y a certains procès, ils aiment bien les procès aux États-Unis, mais il y a certains procès qui sont engagés autour de ça. Alors, les Allemands, moi je suis allé à Berlin récemment, eux, ils ont connu un peu la Stasi, il n'y a pas si longtemps que ça, à Berlin, et eux, ils sont un peu plus tendus sur ce sujet, quoi, que nous. Nous, on est complètement décomplexés. Vas-y, OK Google, allume-moi la télé. OK Google, qu'est-ce qu'elle a fait ma femme, ou qu'est-ce qu'elle a raconté à sa sœur ce matin, machin. Enfin ça, ils vont pas nous le dire, mais quoique, si je paye le prix premium, peut-être que je pourrais avoir ce genre d'infos croustillantes, je ne sais pas, à l'avenir. Eux, les Allemands, il y a toute une frange de la population allemande qui est vraiment contre ça. Il y a des bars entiers où on ne peut pas y aller avec des smartphones, par exemple. Allô Siri, enfin voilà, si vous activez Siri, si vous activez ce genre de truc, ou si vous avez un Android ou un machin, clairement, tout est... ça part. Hein. Windows 10 aussi, je crois. Hein. Microsoft, il adore tout écouter, tout écouter. Il y a un autre truc qui est rigolo aussi, c'est... Alors, j'ai pas réussi à savoir si c'est vrai ou pas, mais je trouvais ça plausible. Il y avait une histoire avec Chrome, si vous avez votre micro ouvert, dans certains cas, ça passe. Il y a un mec qui a fait une vidéo, alors il faudrait refaire le test. Je crois qu'un jour je vais le faire, le test. Il parle pas, donc il fait une vidéo, il dit je vais vous montrer le truc, etc. Donc en gros, il commence à dire, il écrit sur une feuille de papier, je vais parler de chiens, j'ai jamais eu de chien dans ma vie, on va voir l'impact que ça a. Donc juste avant, il va sur des sites à fort contenu publicitaire, des sites où vous faites gaver de pubs, et on voit que je sais plus ce qu'il y a comme sujet, des tondeuses, des machins, enfin je sais pas quoi. Et il fait ça, il ouvre son Chrome, sur je sais plus quelle URL, c'est juste Google, le moteur de recherche en fait, et il parle machin, alors il manque qu'il y a son micro qui est ouvert, et il dit ah là là, j'ai adoré ce week-end que j'ai passé avec mon petit chien Mickey, je sais pas quoi, enfin il fait tout un délire pendant 5 minutes. Juste après, dans ce long plan séquence, il va sur le même site qu'il était avant, il fait F5, et là tout de suite il y a des pubs targeting sur des chiens, alors il parle aussi d'un chien avec... Alors, je mets un gros disclaimer, parce que je ne l'ai pas testé. Hein. Je m'appelle Thomas, donc j'aime bien vérifier aussi les trucs par moi-même. Ça, je ne l'ai pas vérifié, mais bon, à voir, à vérifier. Peut-être, est-ce que c'est plausible ou pas. Plus récemment, ça s'est arrivé près de chez nous. Hein. La CNIL qui met en demeure l'école de Xavier Niel, 42. Vidéo, surveillance partout, des caméras partout, machine à café, dans leur piscine, dans leur machin, etc. Les étudiants étaient enregistrés, suivis tout le temps. Je vous passe la politique de mots de passe qui sont envoyés en clair, en dur à tous les étudiants et où c'est compliqué de le changer, etc.
Bref, ils se sont fait gauler par la CNIL, ils ont 1 mois, je crois, pour corriger et rectifier un peu ça. C'est pas surprenant, je veux dire, on est dans une culture quand même. Bah, moi, ça me surprend pas que ça arrive là, ça me désole, ça me navre, qu'on en soit arrivé à ce niveau-là de décomplexé, euh, décomplexion. Mais bon, en même temps, c'est une école gratuite. Ça aurait dû me mettre sur. Ouais, effectivement, une école gratuite. Bon, hein. Quand c'est gratuit, c'est vous le produit, hein, mais effectivement. On parlait d'expérience sociale, je sais pas ce qu'ils en faisaient, mais. Alors ça, c'est un autre sujet qui me fascine aussi, c'est le cloud. Alors, en 2012, moi j'ai un pote journaliste qui m'avait... on était en train de picoler un peu un soir, on avait bien mangé et tout, et puis il me dit, alors c'est quoi vos histoires de cloud? Parce que moi j'ai travaillé dans une grosse banque. Comment ça, l'histoire de cloud? Ah ouais, t'as vu ce qui se passe avec le Patriot Act et tout Tu vois quoi, ce qui se passe Eh ben ouais, avec le Patriot Act, en fait, il y a une injonction qui est faite à toute société américaine, à majorité américaine, si une agence gouvernementale américaine lui demande de filer les données de vos clients, etc., de le faire sans rien dire, mais surtout sans vous le dire. Donc si la NSA demande, je ne sais pas, si par exemple une grosse banque française met les données de ses clients sur un cloud américain, privé, enfin public, on appelle ça, du coup, eh bien la NSA peut lui demander, tiens, file-moi toutes les tendances, les portefeuilles, les noms des clients, etc., de ce truc-là. Et par contre, si tu mouftes, hein, si tu dis à ton client que tu as été obligé de nous le donner, trahison, machin. Enfin, en gros, ils n'ont pas trop intérêt à le faire. Bon, il y en a qui disent, bah, c'est cool et tout, je suis tranquille, je vais me mettre chez OVH. Demain, OVH se fait racheter des actions et devient majorité américain. Ça s'applique. Le Patriot Act s'applique toujours. Récemment, ils ont fait le Cloud Act. Alors, c'est un peu plus restrictif. Il faut une demande d'un juge, etc. pour le faire. Donc, c'est un peu plus visible. Mais c'est en cours. Et donc, nous, on adore la techno, on adore le machin, etc. Et bien, parfois, on conseille à certains de nos clients, allez, tiens, fous tes données là-dessus. Non, c'est sûr, je pense que c'est sûr. Puis si c'est pas sûr, il faudra chiffrer. Bon, alors pareil, sur les chiffrements, il y a beaucoup de facilité pour que ça ne soit pas un problème pour... Alors, bon, ok. On sait très bien que l'administration Trump n'a pas des velléités de guerre économique avec l'Europe, donc on est plutôt tranquille. Mais bon, si jamais ça changeait... Alors j'ai failli louper, préparer ce talk, parce qu'il y a une série que j'aime bien qui s'appelle Bureau des légendes, histoire d'espionnage, contre-espionnage et tout, qui est sortie. Et dans cette série-là, il y a un acteur, là, un mec qui s'appelle Jonas, qui passe son temps à interroger les gens. Plus ou moins bien fait, mais plutôt malin, le mec. Et à un moment donné, il a une punchline face à un djihadiste, parce qu'il veut trouver une cellule dormante et tout, donc il est quand même super intéressé pour avoir l'info. Et pour faire craquer le djihadiste, en fait, il lui dit, on ne dit pas tout à sa femme ou à son frère, mais en fait, on cache rien à Google. Donc en gros, il est capable de lui livrer des choses que son frère aurait dit ou aurait fait. Et donc, en gros, il arrive à le... Bon, c'est pas hyper... c'est vraiment terroriste à 2 balles, hein, parce que pour passer sur Google, pour faire ce genre de truc, je pense que les costauds sérieux, ils passent pas par ces mêmes canaux. Mais la punchline m'a plu, c'est-à-dire qu'effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut cacher à ses proches et qu'on ne cache pas forcément à Google. Donc c'est une réflexion que je trouvais intéressante. Ah oui, ça c'est les compteurs IoT. Alors je sais pas si ça... Salut, bon, moi je fais une vidéo, il y en a marre, je me suis fait installer le compteur Niki intelligent. Résultat, notre dernière facture d'électricité, 412 € pour 2 mois de consommation, c'était à 50 balles avant. C'est bien que ma femme ait acheté une nouvelle 4K, mais quand même, faut pas déconner. J'ai des trucs bizarres, le matin je me lève, des lumières allumées, la télé, j'ai foutu des caméras partout. J'en ai une là qui filme le compteur, et j'en ai partout dans la baraque. On verra bien ce qui se passe pendant la nuit. Allez, ciao. L'étape après que la vache a été volée. J'avais pris la mer à
Bon, c'est un peu plus long. La fin est un peu plus trash. Je me suis demandé s'il y avait des enfants ce soir, je ne l'ai pas mise, mais... en gros, c'est juste que... avec tout ce qu'il y a d'IoT, etc., je pense que ceux qui veulent en savoir plus, voir... Il y a déjà eu des cas de chantage chez des très gros riches. Bon, on s'en fout un peu, du coup, hein. Mais il y a des très gros riches qui avaient toute une installation comme ça, et tu as des gens qui leur ont demandé j'ai ton installation sous contrôle, et tu es en congé, je sais que tu es en congé, machin. Si tu ne me payes pas quelques milliers de dollars sur ce compte-là, je te mets le chauffage à fond, je te bousille ta piscine ou je sais pas quoi. Enfin, c'est du Black Mirror, hein, on va dire. Hein, mais c'est intéressant de voir l'impact que ça a quand on va dans un supermarché, enfin un magasin de bricolage et qu'on dit ah putain génial, je peux avoir des lampes qui s'activent avec mon téléphone, avec mon machin, etc. Je pense que c'est des réflexions, ce genre de réflexions qui sont intéressantes à avoir quand on craque sur le volet techno, parce qu'on aime bien ça, quoi. Je ne vais pas détailler ça maintenant, mais il y a donc tous ces acteurs majeurs, ces plateformes majeures, elles investissent beaucoup dans de la recherche autour des nudging, qui sont des techniques de manipulation de marketing, manipulation de masse. L'idée, c'est de nous faire consommer, parce que là, c'est voilà, mais les mêmes techniques et la même emprise sur nos désirs. Alors, on s'en fout, on a le libre arbitre, hein, mais les mêmes emprises sur nos désirs, bien manipulées, etc. Bah, ça intéresse beaucoup de gens en fait. Donc c'est vraiment très très à la mode dans Silicon Valley. Si vous creusez sur nudging, vous allez trouver des références pas mal. Vous connaissez Black Mirror? Ouais, série anglaise. Maintenant il y a des versions américaines qui, sur l'effet de la technologie quand ça se passe pas bien, quoi. Donc là c'est un épisode que j'aime bien sur les réseaux sociaux où une jeune femme, je crois, on se note, hein, quand ça se passe bien, qu'on est content de voir quelqu'un, on lui met un plus, on lui met des étoiles, etc. Et puis au bout d'un certain temps, si on n'a pas un bon rating, on n'a plus accès au Rotary Club ou je sais pas quoi, ou à certains endroits. Et donc elle, dans cet épisode-là, il lui arrive des trucs par des gaffes, par des choses qui se passent pas bien, avec des conséquences pas gégènes. Heureusement que ça n'existe pas, hein, mais bon, avec cette obsession du rating, on va dire, ça pourrait arriver. Moi, ça me semble plausible. Alors, ça, c'est une photo d'une prison cubaine qui a été décommissionnée sur le modèle de la panoptique. Alors, panoptique, c'est un modèle carcéral inventé par un philosophe anglais, je crois, Jeremy Bentham, avec son frère, pour essayer de repenser l'univers carcéral et pour rendre la prison un peu plus fonctionnelle, efficace, etc. Donc, dans ce modèle-là, il y a un seul gardien, ou très peu, qui sont en haut d'une tour. Et ils ont accès, ils voient toutes les cellules. Alors là, on ne voit pas parce qu'il n'y a plus de vitres, mais l'idée, c'est que les détenus ne voient pas s'ils sont observés ou pas par le gardien. Les vitres sans teint, etc., etc. Donc en gros, le gardien voit à tout moment tout le monde, et dans leurs cellules, à tout moment, ils peuvent être observés par le gardien. S'ils font une connerie, eh bien, en gros, ils ont tous les autres qui débarquent, qui les tabassent, et machin, etc. Donc, ils font quelques exemples comme ça. Alors, pour que ça marche, pour que ça puisse fonctionner, il faut absolument que les cellules entre elles ne communiquent pas. Il ne faut pas qu'ils puissent parler à leurs voisins et leurs voisines. Donc, en gros, ce qui se passe dans ce modèle qui a été expérimenté et prouvé, les gens s'auto-contrôlent. Ils ont tellement peur de se faire gauler qu'au bout d'un moment, ils arrêtent de foutre le bordel, de faire du bruit, d'essayer de faire des trucs, etc. etc. C'est très efficace. En fait, ce modèle-là, il abandonne la surveillance aux surveillés. Alors ce modèle-là, il est intéressant parce que avec cette obsession de la transparence de la part de plateformes entières qui connaissent beaucoup de choses sur nous, qui sont des acteurs qui sont assez importants, l'effet du panoptique, c'est de rendre des gens vraiment très très durs, etc., doux comme des agneaux, en fait. Bon, alors je crois qu'ils ont arrêté parce qu'il y avait des suicides un peu trop souvent. Enfin, au bout d'un moment, ça devient un peu trop sordide, mais voilà, transformer des gens doux comme des agneaux. Alors bon, dans une démocratie, on n'a pas besoin de ce genre de truc, je pense, mais il y a un petit risque, quoi. Si on n'y prend pas garde, je pense que c'est des choses auxquelles il faut qu'on pense. Peut-être conclure, je sais pas, ouais, l'heure c'est bon, on est bon. Pour conclure, allez chiche. Moi,
Il y a des trucs. Bon, moi j'ai arrêté d'utiliser Gmail quand j'ai commencé à recevoir des pubs suite à des discussions entre potes qu'on avait eu que par mail. Je me suis dit, ah putain, bon, bah, là c'était mon moment à moi où c'était trop. Et donc, bah, je me suis trouvé des offres, une offre payante, hein, parce que voilà, en Suisse, opérée par des Suisses, il n'y a pas de. Voilà. Ah oui, si, sur Gmail. Alors oui, récemment, ils se sont fait gauler Google. Il y a eu un début de class action parce qu'il y a des gens qui se sont rendus compte, face à des fuites, je crois, qui venaient en interne, de gens chez Google qui avaient des cas de conscience, que Google lisait nos mails avant qu'on les lise. Donc, vous avez un compte Gmail, bah, Google lisait les mails avant que vous y ayez accès. Donc, en fait, il y a une class action qui a commencé à se monter. Et ce qui s'est passé, c'est que Google, bah, ils ont réagi, hein. Ils sont agiles, ils ont réagi vite. Ils ont changé l'algo. Et maintenant, alors soyez rassurés, Google ne lit vos mails que quand vous les avez ouverts vous. Il faut les ouvrir au moins une première fois. Après il les lit. Mon point, c'est chacun son équilibre. Moi, c'est un sujet sur lequel ça me titille un peu. Donc voilà, il y a des trucs. Mais par contre, sur certains, c'est des choix à faire, à opérer. Par exemple, YouTube, c'est à peu près incontournable en vidéo. Il y a d'autres plateformes qui ont essayé, etc. Mais c'est trop pénible où il n'y a pas de contenu. Donc oui, YouTube, j'utilise. Chrome, j'utilise pas. Gmail, j'utilise pas. Et après, le reste, c'est vraiment, enfin voilà, c'est par rapport à ma propre boussole personnelle, au truc qui me fout qui m'agace ou pas, quoi. Donc c'est pas mon point, c'est pas de vous dire tous abandonnez tout ça, etc. C'est juste que chacun puisse réfléchir sur ses usages par rapport à toutes ces plateformes et à tous ces outils qui sont super pratiques. Mais voilà, c'est un peu comme l'image de la vache de tout à l'heure, quoi. Il y a une utilité, on va dire. Rien ne se fait gratuitement dans ce bas monde. Ce qui me gêne, c'est ça. C'est un monde dans lequel on n'a pas le choix. Que ma famille, mes proches aient envie d'utiliser Gmail, parce qu'ils n'ont pas envie de payer, ils n'ont pas envie de payer un truc en Suisse, ou pour avoir des mails, ou d'opérer leur serveur, et machin, etc. Je le comprends. Moi, je veux juste pouvoir choisir. Je veux juste pouvoir dire, moi... pareil, sur un truc comme Waze ou Wazy, je ne sais pas comment il faut le dire, mais GPS avec les bouchons et tout, j'aimerais pouvoir payer. J'aimerais vraiment pouvoir payer pour avoir le service sans être espionné, en fait. Sans que mes données soient redonnées à des assureurs, sans qu'on me propose de la pub, qu'on m'oriente vers tel et tel coin. Enfin, j'aimerais pouvoir avoir ce choix. Et aujourd'hui, il me semble que ce modèle dominant de la Silicon Valley de faire tout gratuitement et nous transformer en vache, ça me fatigue qu'il n'y ait pas d'alternative. Et donc en gros, il y a quelques gens qui essaient de trouver des alternatives. C'est pas évident, je pense que ce sont des choses à créer, à découvrir, tous autant qu'on est. Ça, c'est un exemple d'alternative. Il y a Wikipédia, et puis il y a la Stanford Encyclopedia of Philosophy. Alors ça, SEP, il y a un article, celui-là, qui en parle très bien, à quel point ils ont réussi à trouver un autre modèle que celui de Wikipédia. Et donc, ils comparent les modèles de modération, de qui a le droit de faire des trucs sur le contenu. C'est très collaboratif, mais c'est pas tout le monde est logé à la même enseigne, en fait. On peut aussi faire ses preuves sur tel et tel sujet. Le fait d'être prof de philo ou d'être un auteur reconnu sur le sujet, etc., vous pondère, vous modère. Et en fait, c'est reconnu apparemment dans le monde entier comme étant une des plus belles choses qui est faite au niveau du partage de savoir. Bon, c'est très ciblé, hein, c'est sur de la philo, mais c'est assez passionnant. Le résultat, mais aussi comment ils y sont arrivés. Donc il y a des alternatives possibles à ce modèle tout gratuit, et on est condamné à avoir que ça, quoi. Et puis, alors, et nous tous et nous toutes dans tout ça, hein, développeurs et développeuses, d'après vous, est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Faire les alternatives, déjà les créer, on peut les développer. On peut développer, avoir des idées, créer des alternatives, effectivement, ouais. Pour moi, déjà, il y a un truc qui est très simple, à mon avis, qui est très très simple, c'est de devenir une sorte d'ambassadeur, de décrypteur de tout ça auprès de nos proches, auprès du grand public, auprès de nos familles, auprès de nos collègues, juste d'expliquer ces enjeux. Que chacun puisse décider voilà, de ce qu'il a envie de faire, où est-ce qu'il met le curseur, mais au moins d'être une sorte de porte-parole, parce que sinon, c'est comme un hold-up, quoi. C'est un truc qui arrive, qui s'impose à tous et tous.
Et puis, voilà, on accepte tous, résigner, et puis on va se faire bouffer par ça, quoi. Ah oui, alors, en fait, bon, je suis désolé, j'ai pas les sous-titres. C'est très court, mais vous allez voir, c'est ce qui se passe actuellement en Chine. In some of China's largest cities, a high-tech effort is underway to bust low-level offenders, jaywalkers. Cameras record them going through intersections, zero in on their face, and then publicly shame them on nearby video screens. It's all part of the Chinese government's new social credit system, where people's daily behavior is monitored and rated. I think it's a good thing, this woman said. It makes people more honest. But this social credit rating goes far beyond a traditional credit score, which is based on your finances. China's version factors in everything from jaywalking to smoking on trains to buying too many video games. If your score gets too low, you can be banned from buying plane tickets, renting a house, or getting a loan. Nearly 15 million people have already been prevented from traveling. Journalist Leo Hu is one of them. He recently tried to book a flight but was told he couldn't because he was on the list of untrustworthy people. I can't buy property. My child can't go to private school, he says. You feel like you're being controlled by the list all the time. It can recognize more than 4,000 vehicles. Chinese technology firms such as SenseTime are helping the government effort by developing advanced cameras that use artificial intelligence to track just about everything. This knows every person, every bike, every car, every bus that goes through the frame. We can tell whether it is an adult, a child, a male or female. Police in Beijing have been wearing these glasses that can recognize faces linked to the government's national database to help boost arrests. How advanced is this technology? This is cutting edge. Wu Fei is CEO of a company that makes the glasses. He claims he doesn't know how the government intends to use his technology. I have no idea. Really? Do you trust the government the way they're using your technology? Sorry, I can't answer this. And This is the outside our scope of questions. the fear, of course, is that the government may use this social credit scoring system to punish people that it deems not sufficiently loyal to the Communist Party. And trying to clear your name or fight your score is nearly impossible because there is no real due process. Yeah. Ça arrive déjà, en fait. Ça arrive déjà. Alors nous, on va se dire, il n'y a pas la dictature chinoise, donc on est plus cool, on est plus tranquille. Certains acteurs du numérique ont eu des importances, voire des visées de dépasser les nations. Google avec sa ville, je crois qu'ils ont acheté des terrains à côté de, je ne sais plus quelle ville au Canada. Enfin voilà, il y a déjà des projets de faire des villes Google où en gros, si vous donnez toutes vos datas comme un peu des rats de laboratoire pour qu'ils puissent améliorer tout, etc., vous serez couvert sécurité sociale, mais super, hein, celle de Google. Des trucs vraiment très, très top, etc., etc. Tout ça, c'est en train de se mettre en place. Donc voilà, moi, il me semble important au moins d'avoir conscience et de pas juste se laisser faire, de se saisir de ces sujets-là en tant que citoyen et d'en discuter avec les autres citoyens et les autres citoyennes et de mettre le sujet sur la table. Parce que nos hommes politiques, ils ont un peu rien à carrer. Faut pas faire de populisme là, du coup, mais c'est pas un sujet. À quoi je dis ça? Si, je crois qu'il y a le secrétaire du numérique qui, il y a 3 semaines, s'est plaint des conditions d'extraterritorialité du cloud. Donc ça commence à venir tout doucement, mais voilà. Donc avant qu'il soit trop tard, je pense que... Il ne reste plus qu'à vous remercier. J'espère que je ne vous ai pas plombé trop le... Pour ceux qui veulent aller creuser ce bouquin de Philippe Viandury, je vous laisse le... Et je vous souhaite une bonne conférence.